Attention, certains passages contenus dans ce programme peuvent heurter la sensibilité des auditeurs et des auditrices. Novembre 2006. 10 ans se sont écoulés depuis le premier meurtre attribué au dépeceur de Mons. L'agent Mike Clark et 2 profilers de l'unité d'analyse comportementale du FBI à Quantico, en Virginie, se retrouvent à des milliers de kilomètres de chez eux, dans un pays d'Europe de l'Est, l'Albanie. Ils viennent prêter main forte aux autorités locales dans une série de meurtres sordides qui, selon eux, pourraient être l'œuvre d'un tueur en série. Quelques semaines plus tôt, le torse d'une femme non identifiée est à nouveau retrouvé. Elle flotte à la surface d'un petit lac près de Tirana, la capitale. D'autres parties du corps sont retrouvées, mais pas la tête. Dès leur arrivée, les agents se retrouvent face à un cadavre dans une salle d'autopsie d'une morgue non réfrigérée. Ce qu'ils découvrent les sidère. Le corps a été grossièrement recousu, la jambe gauche fixée à la hanche droite, la jambe droite à la hanche gauche. Impossible dans ces conditions de procéder à un examen sérieux. Ils scellent donc le corps dans un cercueil plombé et l'expédient à Quantico. À cet instant, ils ne peuvent pas imaginer que cette macabre découverte va bientôt les mener en Belgique, sur les traces d'une affaire tristement célèbre, celle du dépeceur de Mons. Bonsoir, macabre découverte cet après-midi à Couem. Cette affaire sème la panique dans la région montoise depuis la fin du mois de mars. Les cadavres ont été découpés avec une précision remarquable. Monsieur Bogart, pourquoi on s'est attaqué ? Je vous dire, je suis fatigué, j'ai envie de rentrer dans ma famille. RTBF Vivacité et Frisson Média présentent Le dépeceur de Mons, un podcast d'affaires criminelles non résolues. Été 1997. À Mons et dans les alentours, les autorités recommandent fortement aux femmes de ne pas sortir seules. Toute disparition est traitée en urgence absolue. C'est dans ce climat qu'une femme de retour de vacances remarque que sa voisine Begonia Valencia n'a plus donné signe de vie. Begonia a 38 ans. Elle vit à Frameries, un quartier ouvrier en périphérie de Mons. Ici, les voisins se connaissent et veillent les uns sur les autres. Avant son départ, la voisine s'inquiétait déjà. Begonia n'allait pas bien. Le journaliste d'investigation Frédéric Laure a couvert la disparition en temps réel. Il a parlé avec cette voisine. Begonia Valencia, elle avait disparu, elle habitait Frameries, à côté de l'ancien charbonnage de Craché. Bon, c'est quelqu'un qui avait de sérieux problèmes mentaux, à la fois physiques et mentaux. Moi, j'ai le souvenir d'avoir été faire une enquête de voisinage au moment de sa disparition, et l'une de ses voisines m'avait dit qu'elle était frappée par son délabrement physique et mental. Donc, elle disait qu'elle avait véritablement changé d'aspect. Elle était très maigre. Je me souviens de son portrait robot au moment de la disparition, où elle avait énormément de pustules sur le visage. Dans le voisinage, son apparence faisait peur, à tel point que cette voisine me disait autrefois, je la recevais, elle venait à la maison, on discutait, je lui offrais une tasse de café, et puis à la fin, j'avais peur de la croiser sur le trottoir, et j'avais même peur que mes enfants ne la croisent, parce que son apparence même faisait peur. Voilà, ça, j'ai un souvenir très net de ça. Begonia souffre de dépression sévère et de troubles psychologiques. Son mari, lui aussi malade, est hospitalisé en psychiatrie. Begonia se retrouve donc seule, dans un état qui se dégrade. Quand sa famille confirme ne pas l'avoir vue depuis un certain temps, la voisine alerte la police. Une jeune femme de 38 ans a disparu il y a quelques semaines. À Mons, bien sûr, on fait le rapprochement avec le dossier du dépeceur de Mons, d'autant que la disparue a le profil des victimes du tueur en série.
Pour la première fois, une personne disparue en temps réel devient une possible victime du dépeceur de Mons. Originaire de Frameries, Begoña Valencia a disparu dans le courant du mois de juillet. Elle vivait ici, dans cette petite maison ouvrière, en compagnie de son mari. La dépression rongeait la jeune femme. Elle avait beaucoup changé ces derniers temps. Elle ne pesait plus qu'une 30aine de kilos. Elle fréquentait aussi, paraît-il, les alentours de la gare de Mons, où ont disparu les 4 victimes du tueur en série. La police apprend que Begoña fréquente souvent le quartier de la gare, cœur du terrain de chasse du tueur. Comme d'autres victimes, elle connaît aussi Madame Ganche, la patronne de l'hôtel Métropole. Mais Begoña, je la connaissais. Begoña, elle avait un visage plein de petits boutons comme ça, on la connaissait facilement. Elle venait, elle passait avec ses copains, elle venait le soir, elle prenait un verre. L'été fait place à l'automne. Toujours aucune trace de Begoña. 3 mois après sa disparition, des enfants qui jouent dans les bois tombent sur un crâne humain. À proximité du chemin de Bethléem et de la rivière La Trouille. La police fouille la zone et retrouve des fragments de vertèbres. Conclusion, la victime a été décapitée à l'aide d'une scie à main. Les analyses confirment. Il s'agit bien de Begoña Valencia. Begoña est la 5e victime du dépeceur de Mons. L'espoir que le tueur ait cessé ou changé de territoire s'effondre. Son meurtre, en pleine enquête tentaculaire, prouve que le tueur ne craint ni la police, ni l'attention médiatique. Pire, il semble choisir ses lieux de dépôt pour leur nom évocateur, comme pour narguer. Fin 1997, début d'une longue période de frustration. L'enquête piétine, aucune nouvelle arrestation. Nous retrouvons le greffier du juge d'instruction qui a travaillé sur l'affaire depuis le début, Alain Cardon. Présent sur chaque scène macabre, il nous raconte. J'étais le greffier du juge d'instruction qui est descendu sur place le samedi 22 mars 1997 lors de la découverte des premiers sacs poubelles à la rue Émile Van der Velde. C'était un samedi, je m'en souviens très bien, on venait de rentrer d'une matinée assez chargée. C'était une affaire hors norme. Il fallait absolument aller vite, il fallait déterminer ce qu'il y avait dans les sacs. On s'est aperçu rapidement par des analyses qu'il y avait plusieurs victimes et que c'était des femmes. Et il est certain qu'il y a eu, pour moi, comme pour pas mal de gens, je suppose, un avant et un après 22 mars, parce que se trouver confronté comme ça à la réalité des membres, d'êtres humains qui ont été découpés comme ça, des bras, des jambes, des mains, on n'a pas trouvé les têtes de suite, mais bon, c'est traumatisant quelque part. Et puis à partir de là, on a passé des milliers d'heures aussi par après, les mois, les jours, les semaines, les mois qui ont suivi étaient à 90% consacrés au dossier. Il faut préciser aussi que le dossier du dépeceur était un numéro parmi les 130 dossiers qui étaient déjà en cabinet, mais elle venait aussi dans la suite de l'affaire Dutroux. Et les forces de police, les enquêteurs, les experts, en général les autorités judiciaires étaient encore branchées sur les suites de l'affaire Dutroux, ce qui est tout à fait normal, mais donc les moyens ne sont jamais réellement arrivés. Et puis il y a l'exemple de Léopold Bogart qui était inculpé, puis qui était arrêté, puis relâché par la Chambre du Conseil. Voilà. Et puis il y a eu les Américains. Au début de cet épisode, nous évoquions les agents du FBI en Europe de l'Est. Sur place, ils travaillaient sur le cas d'un tueur en série potentiel qui assassinait et démembrait des femmes. Les agents ont expédié les restes de la dernière victime aux États-Unis pour des analyses approfondies. De retour à Quantico, ils apprennent que leurs collègues enquêtent aussi sur un cas en lien avec la même région de l'Europe de l'Est. À New York, on recherche un homme suspecté d'avoir tué et démembré une femme. Et là encore, la victime a été découpée avec un instrument tranchant, probablement une scie à main.
Le suspect vient précisément de la même région d'Europe de l'Est où une autre femme a été retrouvée assassinée et démembrée de manière quasi identique. Coïncidence ? Qu'il s'agisse d'un lien ou d'un hasard, les enquêteurs doivent vérifier. Mais le suspect a fui vers la Belgique. Pour comprendre, il faut remonter en 1990, à Brooklyn, quartier de New York. Nous sommes le 15 septembre 1990, le matin. Une passante aperçoit un sac poubelle noir sur le trottoir, près de son bureau à Brooklyn. En le déplaçant, elle voit du sang qui s'échappe du sac. Elle appelle la police. Le sac contient des restes humains. Dans les heures qui suivent, 2 autres sacs retrouvés dans le même quartier renferment d'autres parties du corps. La victime est une femme. Le dépeçage est réalisé à l'aide d'un instrument tranchant, probablement une scie à main. La tête manque. Une semaine plus tard, les enquêteurs apprennent que Mary Beale, du Bronx à New York, aurait été portée disparue peu avant que les sacs soient découverts. Voici un extrait d'un reportage télévisé de 1990 avec l'une des voisines de Mary Beale. Elle disait toujours qu'elle était harcelée par quelqu'un, mais je ne pourrais pas vous dire qui c'était. Vraiment, je ne pourrais pas le dire. Quand elle sortait, elle disait toujours « Si je ne suis pas de retour à ma boutique dans 2 jours, venez me chercher ». Les radiographies d'une ancienne fracture de la cheville confirment l'identité. La police confirme à présent que le corps, découpé en morceaux et entassé dans 2 sacs poubelles en plastique retrouvés sur ce terrain près du Brooklyn Navy Yard le mois dernier, est bien celui de Mary Beale, âgée de 61 ans. Vous écoutez Le Dépeceur de Mons, un podcast RTBF Vivacité et Frisson Média. Très vite, un suspect se démarque. Smajo Đurlić, originaire de l'ex-Yougoslavie, près de la frontière albanaise, installé à New York depuis plus de 20 ans et chauffeur de taxi. Il a 50 ans, il mesure moins d'1,50 m, trapu, dégarni, en apparence inoffensif. Mais son casier n'est pas vierge. Violence, dont agression au centre de Manhattan à coups de matraque contre un piéton. Sur le répondeur de Mary Beale, la police trouve des messages obscènes de Smajo. Des proches confirment qu'ils ont une relation, malgré que Smajo soit déjà marié. Mary se plaint qu'il soit manipulateur et qu'il la harcèle. Mandat en main, la police se rend chez lui. Le logement est vide, le courrier empilé. Sur la table du petit déjeuner, un couteau. Dans l'appartement, des traces de sang correspondant à celui de Mary Beale. Smajo disparaît avec sa femme. Pendant des années, il ne laisse aucune trace. En 1994, on retrouve son épouse en Belgique. Elle affirme avoir quitté New York pour la Belgique avec lui, mais jure ignorer où il est. 1 an plus tard, les meurtres du dépeceur de Mons commencent. On sait aujourd'hui que Smajo vivait en Belgique en 1996 et 1997. Les similitudes entre les meurtres, le dépeçage, la dispersion des restes frappent les enquêteurs américains et belges. Smajo Đurlić serait-il le dépeceur de Mons ? Nous en parlons avec Nicolas Schmidl, journaliste primé de New York Times, qui a longuement enquêté sur l'affaire. Je travaillais pour le New York Times Magazine. Et vous savez, quand vous êtes plongé dans une histoire et que vous en avez l'exclusivité, et que c'est quelque chose dans laquelle vous avez vraiment envie de vous investir à fond, ben voilà. Smajo Đurlić, cet individu qui avait été identifié comme le probable meurtrier de cette femme en 1990, je crois, à New York. Puis, il y a eu une série de meurtres portant une signature très similaire à celle du meurtre de New York, qui ont eu lieu en Belgique au milieu des années 90, à l'époque où Smajo vivait là-bas. Et ensuite, au moins 1, voire plusieurs meurtres similaires en Albanie en 2006.
Donc, Smajo Đurlić vivait à New York et a finalement été condamné pour le meurtre en 1990. Il vivait en Belgique à l'époque des meurtres non résolus de Mons et il vivait dans le sud de Monténégro, non loin du site des autres meurtres en 2006. Donc, d'un point de vue d'enquêteur, il y avait deux éléments constants dans tous ces meurtres. Le style de démembrement des corps et le fait que Smajo Đurlić vivait dans ou près des lieux au moment des faits. Je me souviens que le type de scie utilisé pour démembrer les corps semblait être du même genre. Vous connaissez sans doute mieux que moi les détails des meurtres de Mons, mais il y avait des similitudes dans le mode opératoire. Et comme Smajo, une fois impliqué et sur le point d'être inculpé pour le meurtre de Mary Beale, avait fui le pays pour se rendre en Belgique, le fait qu'il se trouvait en Belgique au moment des meurtres de Mons, qui d'ailleurs sont restés non résolus, mais qui portaient de nombreux traits macabres communs au meurtre de Mary Beale, a conduit beaucoup de gens à soupçonner qu'il aurait pu être impliqué dans les meurtres de Mons aussi. Nicolas a réussi à interviewer longuement l'agent du FBI Mike Clark. Il se rend même en Belgique, puis en Albanie, pour enquêter lui-même sur l'affaire Smajo Đurlić. Donc, je suis allé à New York et j'ai passé du temps avec les détectives du New York Police Department qui avaient travaillé sur l'affaire. Puis je suis allé en Belgique pour parler aux autorités à Mons. C'était une conversation intéressante parce que je pense que les agents du FBI auxquels j'ai parlé avaient le sentiment que les autorités belges étaient convaincus que Smajo Đurlić n'était pas le dépeceur de Mons. Mais les agents du FBI pensaient qu'elle manquait de curiosité après l'apparition des nouveaux éléments, à savoir le meurtre en 2006, et que peut-être il aurait pu être impliqué. Après un examen minutieux du dossier, les autorités belges ne sont pas convaincues que Smajo Đurlić soit le dépeceur de Mons. Impossible de certifier qu'il ait été à Mons au moment des meurtres. Les enquêteurs pensent qu'il se trouvait hors de Belgique au moment où certains crimes du dépeceur de Mons ont été commis. Mais aucune preuve de ses absences n'est jamais transmise au FBI, qui continue à se poser des questions sur sa possible implication. En reprenant l'affaire de fond en comble, il nous paraît très improbable que Smajo Đurlić soit le tueur. Non seulement la police est convaincue qu'il n'était pas sur place lors de certains meurtres, mais, comme vous l'avez entendu, nous pensons que l'auteur passait du temps dans le secteur de la gare centrale de Mons, et qu'il devait être connu ou familier de ses victimes. Smajo, lui, n'a jamais été aperçu dans les alentours de la gare, ni identifié comme ayant un lien avec l'une des victimes. Alain Cardon, greffier du juge d'instruction à l'époque, explique. Il paraissait intéressant. La piste a été suivie pendant un certain temps, jusqu'au moment où, après toutes les investigations possibles, on s'est aperçu, les enquêteurs sont aperçus que ça n'était pas lui. Pourtant, le personnage était très intéressant. Il fallait vraiment vérifier son emploi du temps en Belgique, puisqu'il voyageait beaucoup. Mais là, c'est une piste qui a dû être abandonnée faute d'indices suffisants. Smajo Đurlić finit par être retrouvé et arrêté pour le meurtre de Mary Beale à Brooklyn. Smajo Đurlić quitte la Belgique au milieu des années 90, je crois vers 1996, et retourne dans sa région natale dans l'ex-Yougoslavie. Les autorités de Monténégro, en collaboration étroite avec le FBI, ont arrêté Smajo Đurlić et l'ont jugé à distance pour le meurtre de Mary Beale à New York en 1990. Il a finalement été reconnu coupable de ce meurtre et condamné à 12 ans de prison. Grâce à un intermédiaire local exceptionnel ou un fixeur, comme on dit, j'ai pu obtenir un accès à la prison. Avec un photographe du New York Times Magazine et ce fixeur, nous sommes entrés tous les trois dans la prison pour interviewer Smajo pendant environ 1 heure. C'était une expérience étrange et profondément dérangeante, parce qu'en ce moment-là, je savais qu'il avait déjà été reconnu coupable du meurtre de Mary Beale, même s'il le niait, et pas seulement de son meurtre, mais aussi du démembrement de son corps. Et puis, j'ai fini par lui poser la question que personne ne lui avait posée auparavant, s'il était aussi responsable des meurtres en Belgique et en Albanie.
Je lui ai demandé et il a nié. Il a dit que c'était le destin. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire par destin? Et il a répondu, eh bien moi, c'est mon destin d'être accusé. Il était désinvolte, mais d'une manière creuse et peu convaincante. Je me souviens lorsque nous sommes sortis, le photographe qui m'accompagnait, quelqu'un qui a couvert certains des pires conflits des années 90, il m'a dit que c'était une des conversations les plus terrifiantes qu'il a jamais eues. On avait vraiment l'impression d'être en présence de quelqu'un qui emporterait avec lui dans sa tombe des secrets cauchemardesques. Une fois ce maillot écarté, l'enquête replonge dans une longue traversée du désert. Pistes stériles, impasses, jusqu'en 2010. Cette année-là, un nouveau suspect apparaît sur les radars. Un médecin de Mons arrêté et inculpé pour extorsion, coups et blessures sur une femme vivant dans l'immeuble où il exerce. En attendant sa condamnation, il se rend sur le parking de l'immeuble, fonce avec sa voiture dans celle du compagnon de la victime. Lors de son arrestation, la police trouve une hache dans le coffre de son véhicule. À peu près au même moment, les enquêteurs reçoivent une lettre du fils du médecin, accusant son père d'être le dépeceur de Mons. Évidemment, la piste est prise au sérieux. Le médecin est interrogé longuement, mais rien ne le relie concrètement au crime. Il dispose même d'alibis solides. Quant à son fils, il souffre visiblement, lui aussi, de troubles psychologiques et sera jugé comme étant un témoin peu fiable. Vous écoutez Le Dépeceur de Mons, un podcast RTBF Vivacité et Frisson Média. Il avait dit qu'il devait partir. Non, il est là. Ah, il est revenu. Ouais, désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Un problème de connexion, enfin, soit. Continue. Notre équipe qui enquête sur l'affaire tient régulièrement des réunions Zoom pour se répartir le travail et faire le point sur les différentes pistes. Cette semaine, Fred explique ce qu'il a appris sur l'ADN extrait d'un cheveu trouvé dans l'un des sacs poubelles qui correspond partiellement à celui de Gisèle. Donc ce que j'ai trouvé, c'est que cet ADN n'est pas celui de Gisèle. On a la certitude de ça aujourd'hui. La justice n'a jamais pris la peine de l'en informer, mais sur base de mes investigations, j'ai pu aboutir à cette conclusion que l'échantillon trace qui a été comparé à son ADN à elle n'ont strictement aucun lien, et n'ont aucun lien non plus avec son fils, puisque c'est au départ de l'ADN de son fils qu'un test de comparaison avait été effectué. C'est quand même bizarre que ça a matché ou ça a partiellement matché à Gisèle, parce qu'elle habitait juste à côté de la scène du crime, quoi. Elle était à Mons et tout ça, et je comprends pas en fait ça. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient un échantillon trace qui semble, c'est pratiquement certain, être un cheveu découvert dans l'un des sacs poubelles, qui de toute évidence n'appartenait à aucune des victimes. Et sûrement ni certains suspects qui étaient déjà analysés aussi, quoi. Donc, j'imagine. Oui, on peut imaginer que toutes ces pistes-là avaient été écartées. Donc, il n'y avait pas de ce qu'on appelle dans le jargon de la police scientifique de match direct. Et donc, à partir de là, le juge d'instruction, les enquêteurs ont demandé à la police scientifique d'élargir l'entonnoir en quelque sorte. Si on veut utiliser une image, on peut dire qu'ils ont élargi les mailles du filet dans l'espoir de quand même ramener un poisson. Et sur base de ces critères ABC, ils ont identifié 150 profils. Et donc, en procédant par élimination, ils ont retenu un certain nombre d'individus, dont le fils de Gisèle, se rendant compte que sa mère a vécu à Mons à l'époque des faits. Elle réunissait un certain nombre de critères qui en faisaient un profil intéressant pour les enquêteurs. D'après ce que nous avons appris, il s'agissait d'une recherche restreinte de profils, ce qui signifie qu'ils ne cherchaient pas de correspondance partielle partout dans le monde, mais que leur recherche était plutôt ciblée. D'un côté, c'est décevant. Mais de l'autre, c'est encourageant que la police ait pu isoler et analyser ce cheveu à partir de preuves physiques macabres composées de 37 parties de corps différents dans 15 sacs poubelles.
Et cela signifie qu'il dispose d'au moins un profil non identifié mêlé au reste. Toute correspondance future avec ce profil pourrait ouvrir plusieurs pistes, allant d'une autre victime à un complice, voire à l'auteur lui-même. Begoña Valencia reste la dernière victime confirmée du dépeceur de Mons. À part son crâne et quelques vertèbres, on n'a jamais retrouvé les restes de son corps. Elle est assassinée et décapitée alors que la police concentre toute son énergie sur l'enquête et que Mons vit sous haute tension. Les meurtres cessent en 1997, mais la population reste sur le qui-vive, guettant la prochaine découverte macabre. Car tout le monde sait qu'un tueur est toujours en liberté et qu'il n'a pas été dissuadé par la présence massive de policiers. À ce jour, une seule arrestation a eu lieu, celle de Léopold Bogart, dont nous avons parlé dans l'épisode précédent. Il sera rapidement relâché. Les seuls autres suspects sérieux rendus publics sont Smajo Đurlić et le médecin dont nous venons de parler. Selon la loi belge, le délai de prescription pour un meurtre est de 30 ans. Sauf exception, s'il n'y a pas de mise en examen dans l'année qui suit, donc 2027, l'affaire du dépeceur de Mons sera définitivement classée. Cela signifie que même si l'auteur venait à se dénoncer par la suite, il ne pourrait plus être poursuivi. Techniquement, l'enquête reste officiellement active, mais d'après ce que nous savons, il n'y a pas beaucoup d'avancées concrètes dans le dossier. Pourtant, grâce au travail acharné de Morgan, nous avons identifié une personne qui nous intéresse de très près. Souvenez-vous, la première victime que nous avons évoquée dans cette série est Jacqueline Leclerc, disparue juste avant Noël 1996. Peu avant son meurtre, elle confie à sa sœur qu'elle croise régulièrement un homme mystérieux, au point de se demander s'il ne la suit pas, ou du moins s'il ne cherche pas des prétextes pour la rencontrer. En discutant officieusement avec d'anciens policiers, nous apprenons que cet homme n'a jamais été identifié. Morgan a passé des heures interminables à essayer de mettre un nom sur cette personne. Et récemment, il frappe un grand coup. Il découvre une piste qui nous mène sur une voie de connexion inattendue et des coïncidences si flagrantes qu'il est impossible de les ignorer. Dans le prochain épisode du dépeceur de Mons, j'ai 5-6 personnes qui me parlent d'une seule personne unique. Qui est cette personne qui devait être là dans le quartier de la Gare. Et en cherchant, je vais savoir de qui il s'agit. Et finalement, effectivement, c'est un point central parce que ce monsieur-là est quasiment tout le temps en métropole. Il connaît le quartier de la Gare comme sa poche. Et il connaît quand même pas mal de victimes. Donc, et il est une oreille attentive pour Jacqueline. Pourquoi un homme ainsi traîne dans ce quartier-là? Pourquoi est-ce qu'il traîne dans ce quartier et pourquoi il devient le confident de toutes ces femmes? C'est quand même bizarre. Donc moi, ce que je sais de ce Georges, c'est que c'est finalement l'homme qui va, sur dénonciation, mettre les enquêteurs sur la piste de Daniel. Je porte le café. En arrivant à la table, j'entends ce garçon qui montre ses mains et qui dit « Moi, j'ai du sang sur les mains ». Si vous avez des informations concernant cette affaire que vous souhaitez partager avec notre équipe d'investigation, consultez la page Facebook Appel à témoins sur facebook.com/groups/dépeceur. Le dépeceur de Mons, un podcast RTBF, Vivacité et Frisson Média. Écrit et réalisé par Matt Graves avec le soutien journalistique de Frédéric Laure. Produit par Matt Graves et mixé par Thomas Résimond. Narration Serge Ologne.